Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain, le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Belle année 2022 à toutes et à tous. Oui, à ce qu'il paraît, on a encore le mois de février pour se souhaiter la bonne année. Donc je tenais à vous présenter mes vœux de bonheur, de santé et de réussite dans tous vos projets. Après une pause d'un mois, Change, c'est reparti. Et j'en suis très heureux. Merci à tous nos fidèles auditeurs. Rassurez-vous, je reçois bien vos messages et notamment vos questions. Comme à mon habitude, je vous répondrai un à un sous très peu. Donc surveillez vos boîtes mail. Alors, quoi de neuf pour cette saison 2 ? À vrai dire, on va pas trop changer. On va pas changer nos habitudes. On va continuer à accueillir de nouveaux invités qui vont vous parler business, technologie et soft skills dans l'industrie du droit. Pour ce premier épisode, j'ai voulu aborder l'épineuse question de l'activité commerciale accessoire de l'avocat. Vous savez, cette activité introduite par l'article 111 du décret d'application de la fameuse loi dite Macron de 2015. Force est de constater que 7 ans après, l'activité commerciale accessoire n'est pas l'une des plus plébiscitées par la profession. Et pour cause, beaucoup d'avocats se demandent encore comment ça marche. Comment mettre en pratique ce nouveau levier, considéré comme révolutionnaire par certains, moi le premier. Pour en parler, j'ai eu l'honneur d'accueillir Séverine Audubert, avocate internationale, membre du Conseil national des barreaux, présidente de la commission ouverte Nouveaux métiers du droit au barreau de Paris et fondatrice de My Entrepreneur Box, un cabinet de conseil et d'accompagnement dédié aux avocats entrepreneurs en herbe ou en réinvention. Ces échanges furent l'occasion pour Séverine de revenir sur le périmètre actuel de l'activité d'avocat, mais aussi d'expliquer de façon très pédagogique comment faire de l'article 111 un levier business pour les avocats français. Voici nos échanges. Bonjour Séverine. Bonjour Tony. Comment ça va ? Je vais très bien, merci. Et toi ? Écoute, je suis très heureux. Oui, moi ça va très bien. Je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui. D'autant plus que effectivement le sujet qu'on va aborder compte beaucoup pour moi et compte également, j'imagine, pour la profession que tu représentes dans une certaine mesure. Je vais te laisser la parole pour que tu te présentes et que tu donnes un peu, tu expliques un peu à l'audience qui tu es, quel est ton background, tout ça, et où tu en es, comment tu as fait pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Merci Tony et merci pour l'invitation. Je suis Séverine Audubert, je suis avocate au barreau de Paris. Depuis, j'ai prêté serment fin 2013, donc je viens de fêter mes 8 bougies. Et dans une vie antérieure, j'étais directeur des ressources humaines, puis responsable juridique dans des structures américaines. Donc j'ai une expérience assez multiple et assez multiculturelle. Aujourd'hui, je suis donc avocate. Je suis présidente de la commission des nouveaux métiers au barreau de Paris depuis maintenant presque 5 ans. Et je suis également membre élu au Conseil national des barreaux depuis janvier 2021 jusqu'à décembre 2023. Donc, je suis vice-présidente de la commission communication. Je suis également membre de la commission innovation et prospective et également membre de la commission règles et usages, donc qui s'occupe de toute la déontologie des avocats et spécifiquement sur tout ce qui concerne les nouveaux métiers, les nouveaux exercices, les nouveaux périmètres des confrères. Et enfin, je suis fondatrice d'une plateforme, donc un article 111, peut-être qu'on va en parler aujourd'hui, d'une plateforme qui s'appelle myentrepreneurbox.com, qui est une plateforme de, je veux dire entre parenthèses, entre guillemets, une legal tech, de plateforme de formation et de coaching pour les confrères entrepreneurs innovants, en tout cas qui ont envie de se lancer dans cette aventure entrepreneuriale pour les accompagner, les aider, les former, passer le cap. Voilà. Alors moi, j'ai juste tout de suite là, comme ça, une première question qui me vient. Ouais. Comment tu fais pour conjuguer ta vie pro et ta vie perso ? C'est incroyable, tout ce que tu fais. Ouais, je pense que c'est une question de personnalité. J'aime bien ça. J'aime bien fonctionner dans des projets, lancer des projets, faire aboutir des projets.
C'est Mhm. mes bébés, je dis ça, mes bébés. J'ai un vrai bébé aussi dans la vie, dans la vie perso. Ouais, non, je pense que c'est un rythme. J'ai toujours été comme ça, donc c'est vrai que c'est chronophage, mais je travaille en mode projet, donc ça c'est assez caractéristique du fonctionnement où on peut mener plusieurs choses en Mhm. parallèle. Bien sûr, oui. Et puis et ça nourrit aussi, ça permet de faire des synergies entre les projets. Donc c'est comme les économies d'échelle, j'ai envie de dire, quand tu travailles sur des choses dans lesquelles il y a des synergies, eh ben il y a des choses qui sont incompressibles et qui vont servir pour 4 projets en même temps. Une deuxième question annexe, du coup. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir avocate, finalement? Le fait de travailler en environnement, finalement, euh, si j'ai bien compris, en entreprise. Comment ça s'est passé, finalement, le pont entre Alors, le ouais, métier de tout ça, juriste et celui d'avocat? c'est un peu une question c'est un peu une question d'opportunité. J'ai un double cursus, en fait. J'ai un troisième cycle de management et de développement des ressources humaines et mon premier poste a été à Londres, donc tout de suite dans le bain à l'international, ce qui a après stampé ma carrière. Hein, j'ai toujours fait de Mhm, l'international et en même temps, donc j'ai un parcours en droit. Et voilà, on m'a recruté tout de suite après mon troisième cycle pour partir travailler en entreprise, donc ça me plaisait. J'ai dit super. Après, je suis restée une dizaine d'années en entreprise et bon, c'était super. Hein. J'ai appris énormément de choses, mhm, vu mhm. des écosystèmes extrêmement intéressants. J'ai travaillé pour des cultures différentes, des Anglais, des Allemands, des Américains, le monde entier. Donc ça, c'était aussi super. Passionnant. Mais j'avais cette fibre entrepreneuriale qui était déjà présente depuis très longtemps, qui demandait vraiment à s'épanouir plus que dans un système, voilà, dans des grosses entreprises où on n'a pas vraiment la créativité qu'on peut exercer quand on est chef d'entreprise soi-même ou dans une plus petite structure. Donc ça a été plus d'être attiré, ça a été plus de passer, enfin de devenir entrepreneur que, enfin, en soi, avocat, oui, mais je faisais déjà du service juridique. Donc, je faisais déjà Mhm, le job d'avocat, j'ai envie de dire, mais en entreprise, mhm, puisque mhm. j'étais responsable juridique. C'est juste qu'on plaide pas, mais on fait du conseil. En revanche, le côté entrepreneurial, statut entrepreneurial était beaucoup plus quelque chose qui a été moteur pour que je fasse la passerelle et qu'ensuite je prête serment. D'accord. C'est intéressant. Ton parcours, je pense que il peut inspirer. Il peut inspirer, notamment, je pense aux étudiants qui nous écoutent et qui effectivement se posent la question de savoir voilà, comment on peut transiter d'un univers d'entreprise à celui d'un cabinet d'avocat. C'est Ben, très intéressant. je pense que c'est intéressant et tant mieux si ça en inspire certains, c'est que j'ai une vision à 360 degrés. Absolument, absolument. En termes de service client aussi, l'entreprise m'a apporté énormément. Mhm. En termes de process, en termes de management d'un cabinet et des managements d'équipe, ça, par exemple, je suis arrivée avec ce capital-là dans l'avocature. Donc ça, c'est vrai que c'est... Après, l'expertise technique juridique, j'ai envie de dire, pour moi, je l'ai autant voilà, utilisée en entreprise que quand je suis en libéral. Absolument. Euh, C'est passionnant tout ça. Tu sais, aujourd'hui, bon, on va parler de l'activité commerciale accessoire de l'avocat, avec ma petite question vers une libéralisation du marché du droit. Et donc, je sais que c'est un sujet qui peut paraître complexe pour certains, notamment certains de tes confrères, mais dans l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche un peu pédagogique et d'expliquer en gros concrètement en quoi ça consiste. J'aimerais juste, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu me donnes ton avis justement sur le marché du droit actuel, les tendances, les clients. Quelles sont les choses qui t'ont marqué ces dernières années, et notamment durant la période de confinement qu'on a connue? Alors, quand tu me dis les dernières années, c'est depuis 2 ans ou c'est depuis 5 ans ou depuis 10 ans? Alors, disons depuis 2 ans. 2 ans, c'est Depuis bien. 2 ans. Oui, Le marché juridique, tu veux dire des avocats. On est oui, d'accord. c'est ça, les Ok, avocats, oui. ok. Alors, je considère que pour les avocats, il y a des transformations énormes, hein, des mutations énormes dans notre profession depuis déjà pas mal d'années, plus que 2 ans, depuis au moins 10 ans. D'accord. C'est aussi ça correspond aussi à la période enfin, à la génération des nouveaux métiers qui sont mis en place, notamment. Mais il y a aussi une accélération, un changement
tu le vois dans la justice, dans la procédure, toutes les Mhm, réglementations, les mhm, lois, les mhm, décrets, je parle Magendie, enfin ce genre de mhm, choses, les structurations, enfin des écritures, enfin tout ce genre de choses ont changé fondamentalement quand même l'exercice de la profession. Pour ce qui concerne 2 ans de temps, ce que tu me dis. Donc, ça mhm, correspond à, pour moi, une crise sanitaire qui est énorme, doublée en fond d'une crise économique. mhm, Euh, donc, finalement, une double crise, hein, je veux dire, les transformations structurelles et conjoncturelles dont je parle depuis 10 ans, puis mhm, une superposition avec une crise qui est plus une crise d'adaptation, de survie, parfois mhm, économique. mhm, Et j'ai envie de dire, ceux qui sont le mieux sortis ou qui ont survécu, hein, dépendamment du degré d'urgence ce sont ceux qui se sont adaptés. Et oui, ceux qui se sont adaptés, c'est ceux qui ont changé leur process ou leur fonctionnement ou le passage par exemple à la visio ou digital qui s'est fait, allez soyons clairs, en 15 jours lors du premier confinement, hein, pour ceux qui n'étaient pas extrêmement agiles et connectés avec ça. Ceux qui avaient été déjà dans ce mode-là, bah, ils ont gagné du temps. L'adaptation a été beaucoup plus smooth, beaucoup plus facile. Et puis aussi en termes de services proposés aux clients. Donc moi j'appelle des consommateurs du droit, hein, parce que je l'assume complètement. Hein. J'ai une appréciation très juridico-économique de mhm, notre profession mhm, et du rôle de l'avocat, qui n'est pas juste un auxiliaire de justice. Et donc l'adaptation des services qu'on a proposés, autant dans la forme que dans le fond, c'est-à-dire en utilisant la visio, en faisant des médiations par visio, en proposant des consultations visio, avec bien sûr des outils sécurisés. Tout ça a permis de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grosses ruptures. Et aussi sur la créativité des services qu'on pouvait proposer. Et là, on va directement sur le sujet de l'article 11, par exemple, hein, qui était une voie royale. Alors, si c'est en absolument. entonnoir qui me pose ta question, c'est parfait. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai envie, voilà, je pense fondamentalement que cette crise qui a débuté, en tout cas celle-là, donc la deuxième, hein, tu l'as bien compris, qui superpose Bien celle sûr, bien depuis sûr. 2 ans et cette crise sanitaire, Mhm, a permis de montrer l'enjeu et la vitalité, l'opportunité, la pertinence de cet article 111 pour les avocats. absolument, absolument. Qu'est-ce que pour toi l'innovation? Alors l'innovation, pour moi, c'est une façon de penser ou une façon d'agir euh, de façon nouvelle. Nouvelle, c'est-à-dire avec un petit peu un temps d'avance, en tout cas pas de suivre, mais d'être tu sais que j'ai souvent cherché la définition d'une innovation dans le dictionnaire parce que je suis tellement dedans. On me dit souvent, toi qui es tellement dans l'innovation. Donc, je me suis dit, je suis madame innovation. Je me dis, mais qu'est-ce que, je vais quand même aller vérifier mon identité. Donc, donc j'adore les mots, tu sais. Donc, innovation, ouais, c'est le fait de penser et d'agir Mhm, avec avec énergie et dynamisme. Je pense que le mot dynamisme est caractéristique de l'innovation. mhm, Et il y mhm. a une notion aussi d'être un petit peu en avance. D'accord, intéressant. Écoute, donc là, on va mettre les pieds dans le plat. Mais je t'en Alors, prie. j'aimerais juste que tu nous expliques en gros le périmètre actuel de l'activité d'avocat, à la lumière de la loi Macron de 2016 notamment. Et là, je veux bien entendu parler, je veux parler de l'article 111, du fameux article 111. Oui, est-ce que j'ai le droit de te donner quelques chiffres pour qui vont te Volontiers, donner une approche très factuelle en fait de, volontiers, absolument volontiers. finalement de la pénétration par les confrères de cette opportunité. Mhm, Alors j'ai les chiffres de Paris qui est globalement le plus gros barreau en termes de confrères, en tout cas hein, sur les 71 000 quasiment confrères que nous sommes sur tout le territoire français, et il y en a plus de 40 000 à Paris. Donc je vais mhm, te donner par exemple les chiffres concernant les activités commerciales. mhm, Euh, donc, il y a une grosse, disons, une grosse centaine de confrères ou de cabinets qui se sont engouffrés, en tout cas, qui ont pris cette opportunité de lancer une activité article 111. Donc, une Une activité grosse connexe. centaine. Ouais, une grosse centaine. Waouh, sur plus de Euh, 70 000. Hein.
Sur plus de 60, donc sur 40 000 pour Paris. Sur 40 000 pour Paris. J'ai pas les chiffres pour les autres Oui, barreaux d'accord. français, Très bien. mais bon, tu considères que c'est un peu plus de 40%. D'accord. Donc, Une grosse centaine sur 40 000, on est sur moins de 0,5%, quoi. ouais, donc tu vois, là, on parle je vais pas dire des happy few, mais en tout cas de ceux qui savent ce que c'est, que ça existe. Donc, tu me parles du périmètre, donc savoir que déjà que ça Absolument. existe. Et ensuite, s'être intéressé à la question, se dire, ah ben, est-ce que je vais diversifier? Est-ce que je peux? Comment je vais faire? Est-ce que j'ai une idée de génie? En tout cas, une belle idée. Est-ce qu'il n'y a pas déjà de la concurrence sur le marché? Comment je vais faire pour la structurer, pour la vendre? Enfin, en tout cas, pour vendre entre guillemets, mais en tout cas, vendre mes services juridiques augmentés. Absolument. Donc voilà. Alors après, j'ai le décompte selon que ce soit structuré en SARL, en SaaS ou au sein du cabinet, sans la structurer et la filialiser. Mais voilà, il faut que tu saches, voilà, ça te donne quand même une idée de la tendance. Et je n'ai pas les chiffres encore une fois pour les autres barreaux, mais je sais qu'ils bien sûr. sont bien moindres puisqu'il y a beaucoup moins de confrères. Absolument. Ce qui ne veut pas dire que ce qui ne veut pas dire que cette créativité des confrères, cette envie de se diversifier ou de créer des services juridiques augmentés n'existe pas ailleurs. Elle existe complètement. Où qu'on soit, elle n'est pas du tout limitée au barreau de Paris, mais peut-être que l'information a moins circulé, en tout cas au niveau des ordres. Voilà. Donc, on est en train de faire en sorte, notamment au Conseil national des barreaux, que les bâtonniers soient tous à jour là-dessus. S'il y a parce qu'on va le voir ensuite, s'il y a des déclarations qui sont faites d'activités dans ce champ-là, l'article 11, qu'ils sachent comment la gérer. Voilà. J'en profite pour faire un petit coucou au barreau de Rennes, Montpellier, Lyon, et qui j'ai oublié, dont je sais qu'ils sont ultra actifs, ultra dans la proactivité. Bordeaux est pas mal non plus. Bordeaux également, effectivement. Bordeaux est pas mal. Donc, bien sûr, il y a plein de barreaux qui sont innovation dans l'âme. Je pense que tout le monde s'y met là. Il y a le réseau des nationaux incubateurs de barreaux aussi qui est actif. Il y a 20 barreaux qui sont dedans. Bon, ok, il y a 164 barreaux, mais voilà, ça donne quand même une idée du mouvement national. Voilà, d'innovation. Mélanie Parlot, par exemple, Montpellier. Voilà, qui est la présidente, et que je salue au passage. Moi aussi, je la salue. Bon, très bien. Oui, donc ce qui m'intéressait là, c'était bien de savoir effectivement combien d'avocats sur cette centaine finalement d'avocats qui se sont lancés une activité commerciale annexe. Est-ce que c'est plus des SAS, plus des SARL? C'est intéressant de savoir ça. Alors, là, j'ai les chiffres sous les yeux et tu vois, dans les activités commerciales développées au sein alors, je t'ai dit une grosse centaine. Je pense que tu vas devoir couper parce que là, on est à 200. Je suis en train de faire le calcul, on est à 220. Okay. Non, c'est très bien. Donc, sur les activités, donc là, c'est les chiffres début janvier, du 4 de cette année. Donc, tu vois, vraiment à jour, 2022, ouais. Pour les activités qui sont au sein du cabinet d'avocats, c'est-à-dire pas filialisées dans une structure commerciale à part, on est à 152. D'accord? Et les 100 dont je te parlais, c'est les structures à part, c'est-à-dire les commerciales qui sont hors du cabinet. Et celles-là, tu as des SAS, j'ai 57 et pour les SARL, j'en ai 11. D'accord, ok, très bien. Et là, je te donne les chiffres depuis le décret d'application de 2016. Donc, la loi Macron, elle date de 2015 et le décret d'application, c'est fin juin 2016. Donc, concrètement, absolument. Tu as 5 ans de recul. Absolument. Voilà. Et sur l'année 2021, parce que tu me posais la question sur les 2 dernières années, donc je vais te prouver par les chiffres que finalement ce dynamisme s'est reflété. Rien que pour de 2021, on est finalement à 50 activités commerciales développées au sein du cabinet. Alors que je t'ai dit que sur les 5 dernières années, il y en avait 152. Donc, tu en es un tiers juste l'an dernier. Intéressant. Et là, tu vois le ratio? Voilà. Alors là, on est sur les activités qui sont commerciales, qui sont à l'intérieur du cabinet. Ouais, c'est une business unit, si tu veux. Ça s'appelle. On parle que de la connexité, mais c'est-à-dire comme si c'était une business unit à l'intérieur du cabinet, alors que les autres, l'avocat ou les avocats ont décidé de l'externaliser.
C'est intéressant d'avoir ces deux approches-là. On rentrera dans le détail, bien évidemment, dans un souci pédagogique. C'est vrai que c'est intéressant que bien les gens sûr. comprennent que voilà, c'est soit on est dans une logique où on a son cabinet à l'intérieur, on crée une petite business unit qui sera vraiment dédiée à cette activité-là, ou soit on décide carrément de sortir de l'activité du cabinet et là, créer la structure complètement outsourcée. Dédié, exactement. Dédié. Absolument. Dédié, Ok. tout à fait. Très bien. Ok, très intéressant. Et donc elle est SAS, SARL, donc tu avais dit effectivement, il y en avait combien? Alors, pour 2021, par exemple, il y a 11 SAS et 3 SARL. D'accord. Donc, tu vois, finalement, on est à peu près sur un tiers sur les SARL et sur les activités commerciales développées au sein du cadre, c'est-à-dire en business unit. On est sur un tiers de ce qui s'est passé sur 5 ans. Tu vois, rien que pour la dernière année. Donc, je trouve finalement que les confrères, en tout cas parisiens, hein, peut-être que ça se reflète pareil en France, mais je suis désolée, j'ai pas les chiffres. Mais en général, de toute façon, ce qui se passe à Paris, en tout cas sur ça, sur la partie innovation, est quand même assez significatif. Finalement, sur la dernière année, peut-être plus de visibilité donnée, peut-être plus de compréhension que c'est une façon de rebondir, de se diversifier, et notamment en période de crise. Absolument. Revenons sur le périmètre. Du coup, concrètement, l'avocat, qu'est-ce qu'il a le droit de faire et de ne pas faire? Alors, est-ce que tu peux préciser ta question, Tony, s'il te plaît? Alors, typiquement, donc là, je veux créer une activité commerciale accessoire. Si je la crée dans mon cabinet, comment je peux m'y prendre? Je crée ma business unit, effectivement. Je dédie donc une activité qui va être commerciale, mais dans quelle mesure cette activité commerciale va être soutenue, par exemple, par le cabinet? Comment ça s'organise, en fait? Alors, il faut déjà savoir que c'est une activité connexe. On appelle ça, dans notre jargon juridique, une activité commerciale dérogatoire. Par principe, l'avocat ne peut pas être commerçant. Donc, il porte des mandats civils. Donc, pas de commercialité, c'est absolument interdit. C'est notre loi de 1971 qui évidemment, qui nous le rappelle tous les jours. Loi Macron 2015, exception, dérogation, si à titre, donc si l'avocat propose des biens et des services connexes à l'attention des confrères ou de ses clients, alors clients, après moult réflexions et notamment menées par le CNB, on parle des clients passés, futurs ou présents, donc les prospects sont également inclus. S'il fournit des biens ou des services connexes à destination de ceux que je viens de nommer, hein, donc clients ou autres avocats de la profession, il y est autorisé sous certaines conditions, à savoir notamment l'effectivité de son métier d'avocat en tant que tel, c'est-à-dire qu'il doit avoir un cadre, il doit avoir une clientèle, il doit avoir un chiffre d'affaires. Alors, il n'y a pas de critères de chiffre d'affaires spécifique, mais en tout cas, il doit agir comme un avocat, il doit payer ses cotisations, il doit avoir sa RCP en place, il doit être avocat avant tout, avoir un domicile professionnel, enfin tout ce qui caractérise l'activité et l'effectivité de son exercice d'avocat. Dans ce cas-là, il y est dérogatoirement autorisé à agir, pas en tant que commerçant, mais en tout cas à fournir des biens et des services, j'ai envie de dire un peu commerciaux, qu'on appelle connexes. Voilà, donc c'est ce qui fait. Alors, ta question, c'était dans tous les cas, donc il y a ces critères, hein, tu l'as compris, de connexité. Alors, il y a beaucoup il y a beaucoup de sujets sur la connexité. En fait, la connexité, concrètement, c'est un lien direct ou indirect, connexité juridique, connexité économique. Tout ça, ce sont des critères qu'on a creusés, que la profession a creusé, que le CNB évidemment a travaillé dans sa commission statut professionnel de l'avocat. Et on a fait un vadémécum, un guide pratique est sorti en décembre 2020. Actuellement, au CNB, à la commission règles et usages, c'est-à-dire déontologie plus spa. C'est pas le spa tranquillou. C'est ce que j'ai dit, statut professionnel de l'avocat.
Ces deux Oui. commissions travaillent ensemble à rédiger un deuxième vademecum dans laquelle on clarifiera tous les aspects déontologiques et de structuration, voilà, pour apporter le maximum de sécurité juridique aux confrères qui voudraient se lancer. Et là, je peux faire d'ailleurs un lien vers des travaux qui ont été faits à l'ERAGE sous la direction de deux consoeurs qui étaient également au CND, du syndicat ACE, qui s'appellent Clarisse Bérébi et Delphine Galin. Et donc, des travaux extrêmement pertinents et super pédagogiques parce Absolument. que ce sont des étudiants qui ont travaillé sous la direction de ces deux immenses consoeurs. Surtout, n'hésitez pas à aller le voir. C'est en accès libre sur Internet et on vous explique finalement comment le lien est défini, ce lien de connexité. Voilà. Donc, je vais pas rentrer plus dans le sujet, mais vraiment, c'est un outil super clair et à utiliser. Donc, le document est disponible sur la bibliothèque du juriste de demain, donc vous pourrez même. Ouais, tout à fait. Moi, il est aussi également sur la bibliographie de My Entrepreneur Box. Si vous voulez voir, d'ailleurs, indispensable, allez sur le juriste de demain et sur My Entrepreneur Box. C'est très complémentaire. Exactement. Et dans tous les cas, vous voyez, on a tous les sources super pertinentes parce qu'on a ce document en commun. Absolument. Et voilà, donc là, vous allez, voilà, c'est ce critère d'effectivité du CAB, l'exercice en tant qu'avocat, ce critère de connexité, ce critère de destination, donc c'est le troisième dont je vous parlais, confrère ou client. Passé, futur ou présent. Voilà, concrètement, ça, il faut déjà respecter ces critères fondamentalement. Si c'est à l'intérieur du CAB, si tu restes à l'intérieur de ton CAB, ben tu seras, enfin dans tous les cas, tu es soumis à ton serment. Tu es avocat avant tout, donc tu es soumis à tes obligations déontologiques, de délicatesse, enfin tous ceux qui enfin pas que la délicatesse d'ailleurs, mais les capitaux extérieurs par exemple dans une business unit. Ben, tu peux pas, alors que si tu filialises et que tu le mets en structuration externe, donc on parlait des SAS ou des SARL, là tu pourras faire venir des capitaux étrangers à la profession. C'est aussi une des valeurs ajoutées. Je pense que tu vas peut-être me poser la question j'allais en venir. Parce que c'est aussi l'avantage de mélanger, en tout cas de faire venir des investissements étrangers pour pouvoir faire grandir ces structures et avoir peut-être plus de moyens sur tout ce qui est marketing, qui n'est pas un gros mot, encore une fois je l'assume. On parle de publicité et de communication quand on est chez les avocats, quand on est dans une structure commerciale, on va parler de marketing. Et c'est vraiment pas un mot tabou. Donc voilà, je pense que c'était la question que tu voulais, à laquelle tu voulais que. Voilà, donc il y a différentes options de structuration, de formalités à accomplir. Alors voilà. Et c'est intéressant, tu l'as abordé à demi-mot, mais parce qu'effectivement on allait y venir. Mais tu sais, je me rappelle effectivement il y a quelques années, notamment en Angleterre. Il y a eu vraiment cette loi, la fameuse Legal Services Act, qui a vraiment, entre guillemets, libéralisé le marché du droit en Grande-Bretagne en 2007. Bon, bien évidemment, la loi a été actée en 2007, mais en réalité, les effets, ils ont commencé à se ressentir sur le marché, allez, en 2010, 2009, 2010. Mais est-ce que tu penses que justement, enfin, moi, en tout cas, de ma lecture que j'ai de cette réforme, justement, de l'activité commercial accessoire de l'avocat, j'ai l'impression que ça a la même, en tout cas, on arrive aux mêmes effets. Mais par contre, j'ai l'impression qu'en termes d'éclosion, en termes d'explosion, en termes de communication large au public, j'ai l'impression que finalement, peu d'avocats sont au courant ou en tout cas ont conscience de cette possibilité qui leur est offerte. Concrètement, je pense à l'idée selon laquelle aujourd'hui, un avocat qui a son cabinet je sais pas, qui exerce en matière de divorce, en fait, il pourrait créer une activité accessoire à côté pour, je sais pas moi, un accompagnement des parents divorcés qui effectivement rencontrent des difficultés qui aimeraient se reconstruire après. Donc pour moi, ça c'est typiquement le genre d'activité commerciale accessoire dans lesquelles un avocat pourrait s'intéresser, en tout cas pourrait développer. Je ne vois pas autant finalement d'avocats justement comprendre ces logiques-là et se dire, tiens, c'est peut-être le moyen d'aller chercher, d'aller m'associer avec des gens qui ne sont pas dans le droit, qui vont m'apporter beaucoup de valeur ajoutée. Et aussi, c'est aussi un moyen de contourner cette logique de levée de fonds
et donc du coup d'aller chercher du financement. Tu l'as effectivement abordé il y a quelques instants, mais comment tu peux expliquer justement ce gap entre ces possibilités qui sont magnifiques, qui sont offertes à la profession, et la réalité du terrain qui, effectivement, 40 000, tu me dis une centaine, voire 200, moi je me dis, waouh, c'est 0,0, quoi. C'est très peu, quoi. Ouais, il y a plusieurs questions dans ta question, mais c'est très pertinent. En fait, tu m'as comparé la loi du Legal Services Act de 2007 au UK, Oui, la loi Macron 2015. Bon, globalement, il y a 10 ans de différence, hein. Il y en a on est 8 d'accord. exactement, il y en a On 10. est Donc, d'accord. ça te donne quand même une idée. Je vais pas stéréotyper, mais on n'est pas sur des systèmes qui sont régulés de la même façon au niveau économique, en tout cas au niveau du droit. Les anglo-saxons, ils ont ça dans le sang, le côté entrepreneurial est beaucoup plus favorisé. Je parle des anglo-américains même, hein, que nous. Ils n'ont pas forcément la même déontologie. Et moi, je prends toujours l'exemple des US. On a à peu près 10 ans après, voire 15 ans, mais ça se voit sur la compliance aujourd'hui ou sur plein d'autres sujets, sur les pratiques. On a le temps que ça arrive en Europe. Alors, l'Angleterre est hors Europe, hein, donc je le mets avec les Américains. Je vais une géographie grosso modo. Disons que tu prends 10 ans de plus. On est dans les clous, tu vois, on est à peu près 10 ans après. Cette loi qui est quand même relativement libérale, elle libéralise un petit peu, hein, cette loi Macron avec son décret d'application en 2016. Elle est venue dans un contexte, alors historiquement, culturellement, les Français n'ont pas cet entrepreneuriat ancré, j'ai envie de dire, dans l'ADN. Dommage, mais il est plus favorisé historiquement dans d'autres pays. Voilà. Dans les générations, je fais quand même je mets en bémol à ce que je dis, c'est-à-dire que les générations actuelles sont super sensibles à ça, super sensitives à cet entrepreneuriat, elles sont très réceptives. Donc, ça veut dire qu'elles sont peut-être, on les aide plus à comprendre, peut-être qu'ils étaient trop bridés finalement dans leur créativité, dans ce côté administratif aussi. Je parle hors avocat, hein, mais qui favorisait pas forcément l'entrepreneuriat en France. J'ai l'impression que certains freins se lèvent. Et pour revenir spécifiquement au métier d'avocat, donc entrepreneuriat dans l'avocature, chez les avocats, ça va avec. Les générations avancent, elles ont cet esprit beaucoup plus ouvert sur les pratiques qui se font à l'international. Il y a cette loi qui est arrivée 10 ans après. Les générations qui arrivent maintenant, ou en tout cas qui sont sensibles depuis 2015, elles le savent. Voilà. Après, il y a peut-être un effort de pédagogie à faire, de visibilité, de pédagogie, et je vais être extrêmement claire. Je pense qu'il y a eu des tâtonnements déontologiques sur ce sujet-là. D'ailleurs, au CNB, actuellement, on travaille vraiment très fortement, très profondément à sécuriser un deuxième vade-mecum, c'est-à-dire un guide pratique, pour faire accélérer ces activités commerciales dérogatoires et leur pénétration par les confrères, parce que c'est un vrai sujet de développement des cabinets. C'est une voie royale. Je voulais aussi revenir sur un point, parce que ce que dit le Legal Services Act de 2007 en substance, c'est-à-dire qu'elle favorise en fait la concurrence, elle encourage une plus grande concurrence dans l'intérêt des consommateurs. En fait, c'est ça. Hein. Elle libéralise, elle réglemente le marché de services juridiques pour finalement le bénéficiaire, c'est le consommateur. Et le mot, c'est consommateur. Nous, en France, on part quand même d'une posture où l'avocat peut être parfois déconnecté du marché juridique dans le sens où c'était un sachant. Aujourd'hui, je répète, hein, c'est un acteur juridico-économique. Moi, je le conçois vraiment comme ça et je suis pas toute seule. Tous ceux qui sont dans cette innovation et cette vision d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, il sert un client qui est consommateur du droit. Donc, on va vraiment mettre la relation client en valeur. Donc, on va penser, je sais pas si on va le développer aujourd'hui, mais on va penser facilité, accessibilité, digitalisation, réactivité, tu vois, plein de choses qui vont améliorer la relation client, comme le client qui aujourd'hui peut acheter quasiment tout en ligne et qui ne comprend pas pourquoi un client il doit aller physiquement chez lui, pourquoi il peut pas acheter sur son site ou sur une plateforme, un service juridique en forme de package, tu vois, ou de panier. Et sincèrement, je pense que la crise Covid
qui a duré 2 ans, je ne sais pas les inédits à ce jour, mais en tout cas, je pense qu'on a bien compris rapidement, on s'est adapté. Elle a changé les us et coutumes aussi dans le service juridique qu'on fournit vis-à-vis de nos clients, de nos consommateurs de droit. C'est-à-dire que on a la capacité, et il fallait le faire, de se caler sur la façon de consommer de nos clients. Voilà, ils achètent en ligne un vêtement et je suis désolée, mais ils ont envie d'acheter de façon identique, facilement, en tout cas de façon agile, en ligne et de payer facilement et pas en envoyant un chèque ou blablabla ou du cash à un service juridique. Et c'est vrai que ça, on l'associe souvent à cet article 111 parce que notamment les legal tech, c'est la voie royale, hein, l'article 111 pour les legal tech qui ont tendance à le faire, donc c'est-à-dire à compresser au maximum toute la partie à forte valeur ajoutée, hein, les process qui sont répétitifs et qui sont pas, qui sont chronophages tout simplement. Donc la digitalisation a vraiment facilité cet accès au droit, on va dire. Et donc là, je réponds aussi à ta première question sur l'évolution depuis 2 ans. Moi, je considère que ça a vraiment accéléré les choses, bien sûr. Et tu le vois, je t'ai donné les chiffres tout à l'heure. L'année 2021, finalement, a été une année où on enregistrait, en tout cas au barreau de Paris, plus de création d'activités connexes, de services connexes. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. C'est excellent, c'est très très clair. J'aimerais juste effectivement en fait, que tu répondes à 3 questions qui vont arriver, en sachant que pour moi, effectivement, on est dans la logique, dans le cadre de l'article 111, mais je n'ai jamais pu lire aussi clairement, aussi de façon transparente, ces affirmations-là que je vais te donner. Aujourd'hui, l'avocat, est-ce qu'il peut s'associer avec un non-avocat dans le cadre d'une structure connexe, d'une structure commerciale accessoire? Oui. Première question. Deuxième, tu me dis oui, donc tu vois, typiquement, j'ai jamais vu ça quelque part. Hein. Sauf, comment ça, tu n'as jamais vu ça? Non, mais ce que je veux dire, bien évidemment, dans toute votre documentation, elle y est, mais par exemple, sur LinkedIn, dans la communication, dans le marketing, dans ce genre de choses, je ne vois pas ces sujets revenir, et c'est ça qu'on devrait marteler, en fait, aujourd'hui. Le fait de dire juste un avocat peut s'associer avec un non-avocat, c'est énorme en fait. Tu sais, je reviens à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Là, tu me disais le distinguo business unit, pas business unit. L'activité commerciale dérogatoire peut être exercée au sein de la structure d'exercice ou en dehors. Excellent. Et donc, ce qui va être, je vais te dire de façon très dichotomique, les activités commerciales peuvent être d'abord intégrées au cabinet, c'est une business unit. S'il exerce à titre individuel, cette activité est intégrée à l'activité professionnelle d'avocat, donc il n'y a pas de locaux distincts, il n'y a pas de comptabilité distincte, il n'y a pas de service informatique distinct. Si toi, tu veux le faire pour faire des leviers, des ratios, tu vois, des métriques plutôt, des mesures en fait du développement de ton activité, tu peux le faire, mais c'est pas une obligation de faire une compta séparée, d'avoir des locaux à part, tout ça. Bien ok. Sûr. Donc ça, déjà il faut le savoir. Donc là, tu es tout seul. Si un associé peut également, sous réserve des statuts et des conventions entre associés, développer de façon indépendante cette activité en dehors, tu vois, de son association avec ses autres confrères. Ça peut être, troisième option, le cabinet lui-même qui développe cette activité commerciale dérogatoire. D'accord? Et quatrième point, je vais être extrêmement pédagogue. Quatrième point, c'est les activités dérogatoires qui sont développées, mais par une filiale. Donc, il sera hors du cabinet. D'accord? Et elle est complètement indépendante du cabinet. Mais ce cabinet peut détenir une participation dans la société commerciale. Alors, ouais, c'est magnifique. Alors, juste pour un peu plus, on va dire, éclaircir le point filial, peut-être dire effectivement qu'en gros, il s'agit de dire qu'un cabinet d'avocats peut avoir des parts dans une entreprise qui sera formée avec d'autres associés qui ne sont
pas avocats. Qui seront avocats ou pas avocats, Avocat mais en ou tout pas cas avocat. où il y aura un lien de connexité Absolument. avec Et, l'actif principal. Ouais. et donc, du coup, mon deuxième point qui est ultra important, que j'aimerais effectivement que tu éclaircisses encore plus, l'avocat peut-il bénéficier du coup de levée de fonds dans une telle structure? Parce que c'est vraiment là aussi, je trouve, la magie de cet article, quoi. Qu'est-ce que tu me dis, qu'est-ce que tu veux exactement aborder par peut-il bénéficier? Alors, la question, c'est est-ce que les investisseurs étrangers qui sont hors de tout environnement juridique, les Ouais. investisseurs peuvent venir voir la valeur ajoutée de la structure que l'avocat a créée avec d'autres associés et donc, du coup, investir, mettre de l'argent comme il le ferait au sein d'une start-up normale. Ah, ben, tout à fait. Bah, tout à fait. C'est le même principe que de venir mettre des investissements, enfin des capitaux financiers extérieurs. C'est exactement la Mhm, même idée. mhm. Dès lors que c'est en société commerciale, on est d'accord, hein, pas quand On est c'est au sein d'accord. du cabinet. Hein. Là, on est toujours Ah, sur le sujet des capitaux, des tiers, et ça, c'est un vrai sujet qui est encore en discussion au CNB. Il faudra vraiment que ça avance, ce sujet. mhm, Mais c'est très, très polémique, encore très politique. Certains mhm, considèrent qu'on dénature l'avocat. Les plus innovants et les plus entrepreneuriaux considèrent que non, ça va vraiment avec si on veut survivre, parce mhm. qu'aujourd'hui on parle de marché économique. Donc moi je te parle cette levée de fonds, oui, elle ne se fait mais que si cette activité est filialisée, donc c'est-à-dire une structure commerciale. D'accord. Donc c'est important effectivement de faire cette différence. Ça veut dire que si j'ai mon activité d'avocat, j'ai mon cabinet d'avocat, et effectivement que je fonctionne en business unit, je crée une business unit Mm. dans mon cabinet, là, je ne peux pas accueillir des Non, fonds tu peux pas là. d'investissement. Ouais, là tu En peux pas. revanche, pour bénéficier justement de ces fonds, il faudrait que je crée une structure autre avec d'autres personnes, qui soient avocats ou pas, Ouais, mais en tout cas exactement, une avocat ou structure pas autre. d'ailleurs. Hein. Ouais, tout à On est fait. d'accord. On est Ouais. d'accord. Ok, très bien. Bon, je pense que c'est très, très clair. Et, je pense que l'audience n'hésitera pas à revenir en arrière pour réécouter, pour que les choses soient encore plus claires. Euh, Alors, si tu veux, je fais une 10 secondes d'auto-promo. je veux bien. My Entrepreneur Box que j'ai monté, en fait, a vocation à former au nouveau métier et à accompagner les confrères qui veulent développer une activité connexe. Donc, tout ce que je viens de vous dire, là, je t'ai donné des secrets de My Entrepreneur Box. Bien sûr, on vous accompagne avec des packs sur cette partie déontologique et sur cette partie structuration. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin après ce podcast, et merci Tony, on peut se retrouver sur myentrepreneurbox.com. Ouais, j'espère que le message est passé. Je le redirai à la fin. Ok, Il n'y a avec aucun plaisir. problème. Du coup, selon toi, aujourd'hui, donc vu qu'on en est là, on en Mm. est à une sorte de libéralisation. Pour moi, clairement, mon sentiment et mon avis, c'est que le marché du droit est libéralisé. Maintenant, il se trouve que la profession peine à se saisir justement de ces nouveaux outils, en tout cas de cette libéralisation. C'est mon constat à moi. Mm. Quelles seraient, selon toi, les limites de l'article 111? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait expliquer finalement euh, ce, 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 ce manque de garde? Certaines Exactement. postures de repli ou de... Absolument. Absolument. De repli ou de méfiance ou de manque de transparence peut-être ou de défaut de communication. Qu'est-ce qui fait que là, finalement, il y a voilà, c'est un problème pour l'article 111? Je pense, et peut-être plusieurs réponses, hein, c'est assez ouvert. Je pense qu'il y a une conception de l'avocature où l'avocat est auxiliaire de justice avant tout. Il ne va pas sur la commercialité parce que ce n'est pas son rôle, il est auxiliaire de justice. Donc, si tu as la vision stricto sensu et plutôt plaidante d'ailleurs, hein, parce que tu as la plaidante, la conseil et carrément l'activité dérogatoire. J'ai envie de dire, tu vois, on est sur un curseur qui bouge. De 1991, fusion des conseils juridiques et fiscaux avec la profession d'avocat, tu as déjà eu un tollé à ce moment-là. Ça fait 40 ans, en 2021, J'ai vu l'intégration, elle ça, s'est oui. faite moyennement. Donc, tu vois, il y a toujours eu des réticences. Et là, on va à l'étape d'après, finalement, depuis 2015. On est carrément, on va encore plus loin que ça. Donc, il y aura toujours une partie de la profession qui voit le métier d'avocat comme quelque chose de déconnecté du marché économique, qui le voit comme seulement un auxiliaire de justice. Donc ça, il faut le savoir.
Et dans le prolongement peut-être de ça, c'est notre serment et nos principes essentiels qui seraient peut-être mis à mal dans l'exercice d'une activité commerciale dérogatoire. Alors, je pense notamment… Ça c'est très important ce que tu viens de dire. Je te laisse poursuivre, excuse-moi. Mais ça, encore une fois, moi, je défends pas cette théorie-là, hein, notamment au Conseil national des barreaux. Je suis complètement dans la veine des avocats conseils d'entreprise, enfin du syndicat CE. D'ailleurs, j'ai été élue sur leur liste, c'est-à-dire que moi, j'ai une vision très moderne du métier d'avocat, aussi parce que j'ai exercé dans un contexte international et que je sais bien que l'avocat, dans un contexte international, il peut faire tout ça. Il est autorisé. Et c'est pas un problème. Donc j'ai même un petit peu de mal à comprendre pourquoi on a autant d'années de retard. Voilà. Tout ça. Il y a des confrères qui pensent que typiquement le fait de laisser des non-avocats ou éventuellement de permettre finalement des investissements, des capitaux, la rentrée de capitaux extérieurs au sein du cabinet d'avocats, ça aurait pour conséquence de réduire l'indépendance de l'avocat, Alors, le principe de l'indépendance, le principe de l'indépendance est pour certains mis à mal, l'indépendance, parce que l'indépendance capitalistique, c'est un gros sujet, alors que dans notre serment, c'est l'indépendance intellectuelle dont on parle. C'est pas l'indépendance capitalistique. D'ailleurs, le sujet est transposable au problème, au sujet d'avocats en entreprise qui n'arrivent pas à passer en France, parce que c'est toujours ce critère qui est mis en avant. On parle de l'indépendance ou la subordination de l'avocat qui serait salarié d'une entreprise, alors qu'on sait très bien que nous, c'est notre indépendance intellectuelle. Dont on parle dans notre serment, c'est pas forcément une indépendance, économique. Donc on parle de ça, on parle du conflit d'intérêts, on parle du secret professionnel, et puis on parle aussi du désintéressement. Bien évidemment, la logique d'une entreprise derrière, c'est de faire quand même du profit. Mais profit, il faut le prendre un petit peu avec des pincettes ce terme, parce que c'est vrai que l'avocat, on parle de désintéressement. Si on revient à l'origine première de notre activité, il y a plusieurs centaines d'années, adaptons-nous encore une fois à l'évolution de la société. Le métier d'avocat ne fait qu'évoluer en fonction de la société. Voilà. Donc on travaille. Je suis très honnête avec toi. On travaille aujourd'hui très 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 durement et fermement et intelligemment sur ces points-là pour en sortir un deuxième guide pratique, parce que ces zones d'ombre, il faut qu'elles soient clarifiées. Voilà. Et encore une fois, je considère, et c'est partagé évidemment par ceux qui sont dans la même mouvance que moi et posture, que c'est dans l'intérêt de la profession. Parce que si on ne va pas là-dessus, on va se faire manger les parts de marché par d'autres professions du droit qui, elles, n'hésitent absolument pas à être sur cette innovation et être créatives comme ça et avoir ces outils, ou à monter des legal tech, même s'ils ne sont pas avocats. Donc, notre terrain de jeu, il se rétrécit. Ou alors, on est créatif, on utilise le droit correctement, mais on ne va pas avoir des peurs qui sont inconsidérées. Absolument. Donc, on ne dénature pas notre sermon, mais il y a une évolution de la déontologie, c'est évident. Elle se voit. Alors là, on parle d'article 111 aujourd'hui, mais moi, quand je traite des nouveaux métiers, que ce soit les mandataires, par exemple, qui sont des vrais sujets extrêmement importants et qui sont attaqués aujourd'hui, et que je défends, c'est pareil. On est obligé de s'adapter. Enfin, on peut pas rester. La société évolue. Nos concurrents évoluent. Je dis ce mot volontairement, concurrents. Absolument. Absolument. C'est passionnant. J'avais tellement d'autres questions à côté, mais je me rends compte que le temps, il file. Est-ce que tu veux que je te donne des exemples, par exemple, d'activités Oui, je veux bien. Complémentaires. Oui. Alors, le CNB avait, dans son avis, donné en 2018, donné les exemples de l'édition juridique, la formation professionnelle, la mise à disposition de loyers, de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d'autres avocats ou de sociétés d'avocats, c'est par exemple la domiciliation, dans la notice du décret de 2016. Il y a évidemment la traduction juridique qui est aussi autorisée, la legal tech, tout ce qui est outils numériques, logiciels, plateformes, autres algorithmes développés par les avocats. C'est de plus en plus nombreux.
Incroyable, La tout ce qui est communi- tech, quoi. Ouais, alors évidemment, c'est la voie royale pour la tech. La communication et les relations publiques, le coaching, le mentorat. Donc, je rappelle, le My Entrepreneur Box, c'est typiquement un de ces articles 111 là, coaching et mentorat. Le conseil, donc tu le vois, et l'accompagnement au développement des confrères de notre même métier, avocat, semble vraiment avoir le vent en poupe. Moi, ma conception, c'est aussi, alors j'en ai d'autres exemples que je vais te donner tout de suite. Là, c'est constitue souvent. Moi, ce que je dis aussi, c'est que ces activités, elles permettent une diversification. Deux, d'un point de vue relation client, elles permettent d'apporter les services de A à Z. Et aujourd'hui, l'identité du client, elle s'est modifiée. Elle lui apporter des services de A à Z plutôt que aller voir dans 10 boutiques, si tu veux, et acheter 10 fois, c'est-à-dire une fois une partie, puis une autre partie. Ça lui facilite la vie. Et c'est la relation client qui évolue comme ça. Donc, on appelle ça en anglais un one-stop shop, c'est-à-dire il s'arrête une fois et il a tout d'un coup. Donc, ça lui permet, l'activité connexe de répondre à ce besoin-là. Absolument. Deux, si tu te mets d'un point de vue client, avocat, ça te permet plutôt que de quitter la profession, parfois, ça te permet de rajouter une corde à ton arc. Donc, tu vas développer aussi quelque chose. Tu vois, en termes de développement personnel, ça te permet d'aller sur d'autres compétences, de te former. Et c'est du fresh air. J'appelle ça du fresh air. Ça te permet, par Absolument. exemple, de ne pas quitter la profession, mais je sais pas si tu veux faire du coaching. Tout à l'heure, tu parlais de la médiation pour des cabinets qui font du droit de la famille ou qui font du droit, des divorces, beaucoup de divorces. La médiation, elle a été acceptée. Et c'est hyper. Moi, je trouve que c'est hyper cohérent. En fait, la connexité, c'est de voir si c'est cohérent et logique. C'est ça que ça veut dire. Mais Donc, surtout, en plus, tu as abordé le sujet des profits, du profit pour les entreprises, mais en fait, pour moi, le profit, il est également pour les avocats. Je veux dire, aujourd'hui, tout ce que tu viens de dire, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire. exactement, c'est du chiffre Pour d'affaires moi, c'est supplémentaire, bien sûr. évident. C'est évident. C'est évident. Et il n'y a pas de limite d'ailleurs dans les critères. On ne te parle pas de critères de temps, de critères ou de volume de chiffre d'affaires, pas du tout. Alors, j'ai donné d'autres exemples. Donc, le coaching, on l'a dit. Il y a le management de transition aussi. Il y a le secteur routier, la médiation dans le domaine de la consommation. Puis, il y a un truc sympa, c'est qui a été alors complètement ad hoc, et ça montre l'agilité et l'adaptabilité des confrères. C'est crise Covid, premier confinement, tu sais, tous les avions étaient cloués au sol. Il y a un confrère qui a eu l'excellente idée de monter une legal tech dans la défense des intérêts des passagers aériens. Et il a sorti de terre en moins de 3 mois sa propre legal tech qui s'appelle le petit justicier en allant sur le terrain du remboursement dédié par les compagnies aériennes qui annulent leur vol. Je sais pas si tu vois la pertinence Ah En oui. fait, il s'est collé aux besoins du moment et c'est ça, service client, c'est ça être un entrepreneur. Tu es là pour servir ton client. Absolument. Voilà. Le client Donc, revient au centre, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Ouais. On arrive à la partie intéressante, là où pour le coup, c'est vraiment le cas pratique. L'idée, c'est de donner des tips concrets aux avocats, aux confrères qui aimeraient effectivement se lancer ce nouveau service commercial et accessoire. Concrètement, comment je suis avocat, donc je souhaite développer ce nouveau service. Comment je m'y prends aujourd'hui en 5 étapes, si tu avais 5 étapes à donner? Alors, préalablement, je sais pas si c'est une étape ou pas, mais ils viennent chez My Entrepreneur Box parce qu'on va les aider de A à Z en les accompagnant de façon simple, structurée et sans se perdre à faire ça. C'est notre deuxième ligne de service. Donc, bien évidemment, on va les accompagner. Si je résume, il faut définir son projet, donc déjà avoir une idée, avoir fait peut-être préalablement, mais encore une fois, là, on peut vous accompagner là-dessus, mais bon, disons que si le confrère est autodidacte, il analyse un petit peu le marché, est-ce que ça existe déjà, ce qu'il fait, par qui, chez les avocats ou pas les avocats, je vais être très, 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 très cash. Si c'est monté par d'autres avocats, sache qu'il y aura plus d'investissement. Donc peut-être plus de financement et donc peut-être plus de moyens. Donc déjà, est-ce que ça a été monté donc faire une analyse de marché et quelle est la concurrence éventuellement? Est-ce que c'est une idée de génie ou est-ce que c'est une idée de génie sur un gâteau qui est déjà partagé entre 2 ou 3 players?
bien vérifier que son idée, elle rentre dans la définition d'un bien un service connexe. Donc, c'est ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il a vraiment, ce confrère, une effectivité de cabinet? Est-ce qu'il est vraiment avocat avant tout au quotidien? Voilà, je répète, hein, domicile professionnel, client, enfin tout bien quoi. Je veux dire, il paie ses cotises, il a sa RCP, il a des dossiers, il a des clients. Enfin bon, il agit comme un avocat. La destination des services, est-ce que son idée, donc le service qu'il va créer, il est à l'attention des confrères ou de ses clients, passés, futurs, présents. Et puis la connexité, donc je résume et je renvoie encore une fois à ces travaux de l'ERAS, mais c'est est-ce qu'il y a un lien finalement cohérent entre ce qu'il fait et ce qu'il propose dans cette activité connexe, ce qu'il fait en tant qu'avocat et ce qu'il proposera dans cette activité connexe, d'accord? Encore une fois, ça peut être la médiation pour un avocat en droit de la famille, ça peut être quelqu'un qui fait du droit aérien, par exemple l'histoire de l'activité, enfin la Legal Tech qui a monté le remboursement des billets, tu vois, il y a un lien. Il y a un lien de réseau, il y a un lien de problématique intellectuelle, il y a un lien de clientèle. Troisième point, il faudra qu'il pense, qu'il réfléchisse. Est-ce qu'il est tout seul? Est-ce qu'il le met en business unit dans son CAM ou est-ce qu'il externalise? Donc, il structure. Quels sont déjà les statuts de sa société? Et s'il n'est pas tout seul, est-ce que lui seul va le monter au sein de son association ou est-ce que c'est tout le cabinet qui se lance dans cette activité ou est-ce qu'il externalise lui tout seul ou est-ce que le cabinet l'externalise en société commerciale? Le quatrième point, à mon sens, hein, quand on développe une activité commerciale dérogatoire, hein, donc on vient au service connexe, on se doit de faire du marketing, d'avoir une identité visuelle spécifiquement dédiée à cette activité. Donc, on va créer un site, on va se faire accompagner éventuellement sur l'aspect business plan, business model, parce que le business model, c'est le différenciateur pour n'importe quel entrepreneur. Comment on veut facturer, ça c'est vraiment de l'innovation et c'est penser vraiment comme un entrepreneur. Donc éventuellement se faire accompagner là-dessus. Si on a externalisé, et on parlait tout à l'heure de levée de fonds, savoir pitcher, donc on peut se faire coacher sur les pitchs. On peut faire appel aussi à des illustrateurs, enfin travailler toute cette communication et bien évidemment visuel que j'appelle du marketing. Et là encore une fois, My Entrepreneur Box peut vous aider, hein, c'est-à-dire tout cet écosystème qui nourrit cette activité connexe. Et ben on vous aide dessus. Et puis dernier point, je l'ai mis à la fin parce que ça dépend vraiment de votre cas. Il peut y avoir à faire modifier ces statuts. Voilà. Oui. Ok, je pense que c'est plutôt très clair et en tout cas pour ceux qui souhaitent se lancer et développer un nouveau service, je pense que voilà, tu as eu cette dimension pédagogique qui est indispensable et qui est nécessaire, donc je pense que ça va aider beaucoup. Et de toutes les façons, voilà, si vraiment vous avez des questions ou vous posez, voilà, vous hésitez, n'hésitez pas à aller voir myentrepreneurbox. Voilà, .com, et je pense que vous aurez des réponses à vos questions. On va terminer du coup sur la dernière question qui effectivement moi me parle beaucoup aussi. C'est cette logique de finalement relation client. On n'a pas beaucoup abordé finalement dans nos échanges et j'aimerais savoir en fait selon toi quelle place la relation client va avoir au sein des cabinets d'avocats dans les 5 voire 10 prochaines années. La relation client, alors tu me donnes combien de temps pour répondre parce que c'est juste mon dada, donc. Alors réponds, vas-y, franchement, vas-y. J'ai envie de dire l'expérience, on appelle ça l'expérience utilisateur et je ne peux pas nommer un de mes mentors qui s'appelle Thierry Vickers, que tout le monde connaît, alors je vais vous donner un petit peu de la lecture, mais je pense que c'est passionnant. Je vous l'ai dit, je suis membre de la commission prospective innovation du CNB qui édite une revue pratique de la prospective et d'innovation en partenariat avec LexisNexis. Et je vous invite à aller lire le numéro 2 de novembre 2021. Donc, ça fait 5 ans que le CNB co-rédige cette revue. Et il y a notamment dedans, vous trouverez des articles passionnants et l'un écrit par Thierry Vickers sur la relation client à l'âge de l'expérience. Le sujet
que nous avons eu à traiter. Nous avons monté un colloque là-dessus, un colloque en décembre, le 2 décembre, à la Cité de l'Espace à Toulouse, sur l'avocat en 2050. Alors, tu as compris que ça nourrit certaines réflexions que je te donne comme ça. Déjà, pour certaines dans 2, dans 3 ans, on n'est pas obligé de penser à 2050. Déjà, Absolument. certaines dans 5 ans s'appliqueront. Je considère que la relation client, déjà, elle est très bien intégrée pour certains. Pour d'autres, faut qu'ils l'intègrent. Voilà, c'est la préoccupation des géants du web. Là, je cite Thierry Vickers, qui a écrit notamment cet article que je vous invite à aller lire. Mais tout à l'heure, je parlais d'analogie des us et coutumes des consommateurs tout court et des consommateurs du droit, qui sont nos clients. Ils se calent. Leurs attentes, en tout cas, elle est calée sur leur consommation au quotidien, qui n'est pas de droit, tu vois. Donc, la relation client, j'ai envie de dire, il faut un petit peu s'inspirer de ce qui se fait pour une consommation, j'en sais rien moi, de vêtements ou d'autres choses que tu achèterais en ligne. Donc, évidemment, la digitalisation, elle est juste fondamentale. Donc, ça passe par notamment l'équipement Internet. D'ailleurs, je cite un autre article qui est super bien écrit dans cette revue pratique de Yann Leclerc. Les deux étant des confrères. Nous sommes ensemble à la CE. Je te l'ai cité tout à l'heure. Je ne fais pas de prosélytisme, mais soyons clairs, c'est beaucoup. On réfléchit énormément à cette approche-là. C'est pédagogique de le citer, donc c'est très important. Ouais, c'est pédagogique. Donc, Yann Leclerc également a écrit un article concernant l'émergence des legal tech et du digital dans les cabinets. Qu'est-ce que ça apporte? Mais surtout, ça apporte à l'avocat augmenté, mais qu'est-ce que ça apporte aux clients? Donc, encore une fois, dans cette ère, on part du client. On part du client, on ne parle pas de l'avocat sachant qui va vers le client et qui choisit son client. On n'en est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le client qui choisit son avocat. Et s'il choisit son avocat, globalement, tout le monde, soit les très mauvais, soit les excessivement bons, les happy few, et sinon tout le monde a une compétence, a une bonne compétence. Donc, comment on va faire la différence? C'est par l'accès au droit, l'accès au cabinet, la réactivité, tout cet accompagnement qui se fait et qui est ce qu'on appelle la relation client. Voilà ce que je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir payer en ligne, le fait d'avoir par exemple accès à tu vois l'évolution de savoir où est notre avocat dans le dossier. Bon, si on est par exemple sur un dossier contentieux. Et d'ailleurs, là, je fais une référence. Tu as le concours de l'innovation des projets innovants qui a eu lieu au CNB tous les ans, notamment avec les élèves avocats. Et il y a un super. Alors, je connais plus le nom. Je crois que c'est Callio. Je sais pas si tu l'as en tête. Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Mais Lan a gagné ce prix-là parce que c'est une application qui permet aux clients, je répète, consommateur de droit, de savoir où en est son dossier, tu vois, sans appeler ou harceler le confrère. Alors que celui-ci, il est complètement dépassé par la procédure, il n'arrive plus à gérer son temps, donc il n'a aucune disponibilité pour appeler son client. Là, le client, il a l'information factuelle, objective, en temps réel, et ça, c'est en termes de relation client, mais c'est extraordinaire, tu vois. Et je pense que les jeunes, c'est-à-dire les générations qui arrivent, ont complètement intégré ça. Et cette application, je recherche son nom, mais voilà, il faut intégrer que c'est comme ça que le client attend qu'on soit. Et ça, déjà, ça existe. Ça ne fera que s'implémenter encore plus dans les prochaines années. En tout cas, moi, je vois les choses comme ça. Il faudrait qu'elles soient comme ça. Sinon, les clients, ils vont aller vers d'autres professionnels du droit qui ne sont pas avocats, qui vont pas lui amener les mêmes garanties déontologiques, de secret professionnel notamment, ou d'indépendance, ou de conflit d'intérêts, puisque c'est quand même la base, c'est le socle de notre déontologie. On doit vraiment faire très attention à ça. D'autres professions vont rendre un service juridique, et puis elles vont pas apporter ces garanties qui font notre spécificité, qui sont notre valeur absolue. Donc, il faut se caler sur nos compétiteurs et en plus garder notre déontologie. Pas poussiéreuse, la déontologie. Moderne, mais rassurante et sécurisante vis-à-vis du client. Donc, en gros, plus de relations clients, plus de proximité, plus de transparence,
c'est ce qu'on va voir dans les prochaines années à venir. C'est ce que je souhaite, bien sûr. Et encore une fois, je pense qu'on partait de tellement loin. Chez les confrères, je parlais de mutation tout à l'heure, mais c'est pas que négatif, hein, tu vois, c'est pas mutation, je veux dire, dans la profession. On a changé vraiment de position et de posture. Avant, on choisissait nos clients. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, il faut être prêt je disais un mot complètement marketing, et qui va pas, qui est complètement moderne, mais à capter les clients, à faire du repeat business avec des clients. C'est beaucoup plus facile de construire du repeat business avec des clients qui sont satisfaits. Donc, on va travailler la satisfaction client. Avant, on s'en fichait. Presque, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, il y a la notation qui est visible, qui est en ligne. C'est plus juste le bouche à oreille local. Tu as le digital qui, en temps quasiment réel ou très très court, te permet de voir ta réputation bouger dans un sens ou dans l'autre, en tout cas partagée. Donc, il faut vraiment intégrer tous ces paramètres-là de la relation client. J'ai envie de dire, le client est roi, c'est peut-être too much, mais c'est ça, le client est central. Je suis tellement en phase avec ce que tu dis que j'ai Mais un livre comme ça. J'ai un livre qui me vient en tête tout de suite. Un livre magnifique que je recommande à tout le monde, qui est écrit par Jordan Furlong, qui est un des analystes du marché du droit les plus éminents, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Il a écrit Law is a buyer's market. Mais c'est exactement ça. Ouais, voilà. C'est vraiment ça. Mais un anglais ne va pas, ou un anglo-saxon ou un anglo-américain ne va pas hésiter à dire buyer, tu vois. Chez nous, on a du mal à dire que c'est un consommateur. Mais bon, voilà, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Absolument. Donc, fréquence, clarté, langage compréhensible. Donc là, je fais un petit rappel sur le legal design, hein, bien sûr. On va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais évidemment, rendre les choses intelligibles et compréhensibles, les délais de transmission des informations utiles, tout ça, faut que ça soit de l'acquis, quoi. Que le client, il n'est pas à relancer. Donc, ça, c'est évidemment la communication, la façon de facturer de façon peut-être plus transparente. Tu parlais de transparente, plus compréhensible. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles les cabinets doivent se pencher. En tout cas, des pratiques complètement simplifiées, modernes et fluides des avocats. Donc, je vais citer Charles Darwin. Je lui emprunte ces mots. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Il nous avait prévenus. Voilà, je pense que tout est dit, tout est inspirant dans cette citation et nous avons tous les outils pour faire de ce qui est notre quotidien quelque chose d'extrêmement successful et satisfaisant et pour nos clients et pour nous en tant qu'avocats. Je te remercie beaucoup Séverine pour ces échanges passionnants. Merci et je te dis à très vite. Merci, au revoir. Au revoir.